Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur les différents schèmes sensorimoteurs, schèmes neurosensorimoteurs, schèmes somato-psychiques, appelez ça comme vous voulez, les fameux réflexes, réflexes archaïques, réflexes primitifs, réflexes de vie. Moi, j'ai appelé ça réflexes primordiaux parce qu'ils sont essentiels. Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler brièvement du réflexe de soutien des mains, qu'on appelle aussi réflexe de parachute. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas le Moro? Pourquoi pas le RTL, RTAC, tous les réflexes très populaires? D'abord parce que j'ai envie de parler de réflexes dont les gens parlent moins souvent, de schèmes dont les gens parlent moins souvent, et aussi parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, la compréhension de ce schème est majeure. On est dans une société extrêmement anxiogène, avec beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, aussi bien pour nous que pour nos enfants, que pour nos aînés. Et le fait d'avoir un réflexe de parachute, de soutien des mains, bien équilibré est important, parce qu'on va voir, c'est le réflexe qui met en place notre capacité à mettre notre sécurité autour de nous, à nous protéger, à savoir dire non, à mettre des limites. Et donc ça, c'est majeur. Je pense que c'est un schème qui est nécessaire de comprendre, de s'assurer d'avoir bien en place chez nous et chez les gens qui viennent nous voir. Parce que les gens qui viennent nous voir souvent sont en souffrance dans la capacité à mettre des limites, à savoir dire non, à se protéger. Et donc, ça, c'est crucial. Alors, décrivons d'abord ce schème chez le bébé. Évidemment, pour comprendre quelque chose, il faut d'abord le comprendre chez le bébé. Comme dit Piaget, l'enfant nous apprend plus sur l'homme, la plupart du temps, que l'homme ne nous apprend sur l'enfant. Donc, si on veut comprendre des choses sur notre fonctionnement et sur ce schème chez nous, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne chez le bébé. Ce sera comme ça pour tous les schèmes qu'on va présenter, bien entendu. Vous prenez un bébé, vous tenez vous mettez vos mains de part et d'autre de sa poitrine, et vous le mettez dans une position horizontale, vous le tenez horizontalement et le visage vers le bas. Et vous amenez le bébé vers une surface. Donc globalement, s'il y a une table, vous amenez le bébé vers la table, ou le mieux, vous êtes au sol et vous amenez le bébé vers le sol. Et qu'est-ce que va faire le bébé spontanément? Il va étendre ses bras, comme pour se protéger. Et de la même manière, c'est d'ailleurs ce réflexe-là, que si il y a un ballon qui est projeté vers vous, vous allez mettre les mains face au visage pour vous protéger. Le bébé, il fait la même chose. Ce qui est fascinant, c'est que le bébé ne s'est encore jamais pris de gamelle, il n'a jamais eu mal, il ne s'est jamais pris la tête dans quelque chose, il ne marche pas encore. On parle d'un tout petit qui a quelques semaines. Eh bien, malgré ça, il a déjà mis en place une sorte de protection du visage par les mains, par les bras. Ça, c'est intéressant. Un peu plus tard, on voit aussi pour les surfaces verticales cette fois-ci, c'est-à-dire au lieu de prendre le bébé et de l'amener vers le sol, vous l'amenez vers un mur devant vous, et il va aussi mettre les mains. Mais au départ, c'est surtout vers le bas. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce réflexe, il apparaît à 6 mois et demi in utero. Voilà, donc dans le dernier trimestre. C'est important d'un point de vue des réflexes de dernier trimestre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le dernier trimestre. Alors c'est vrai que beaucoup de réflexes, comme les fameux Moro, RTL, réflexes d'agrippement de la main, du pied, le Babinski, apparaissent très très tôt, au début du deuxième trimestre, voire pour certains à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire à la période embryonnaire. Donc évidemment, ces réflexes qui apparaissent au début de la vie fœtale, enfin plutôt vers le début, ils ont un rôle au niveau neurologique qui sont majeurs. Et ce sont ces réflexes-là, d'ailleurs, que les pédiatres vont tester à la naissance. Mais il y a aussi des réflexes qui émergent bien plus tard. Et c'est important parce que aujourd'hui, de savoir ça, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent prématurés, pour 1000 raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant, mais on a beaucoup d'enfants qu'autrefois on aurait cru pas viables, mais qui vont naître à 6 mois, à 4 mois, des enfants qui font 700 grammes, 800 grammes, moins d'1 kilo, et qui, avec la technologie d'aujourd'hui, sont considérés comme viables. Et donc, vous imaginez bien que chez ces enfants prématurés, il y a tout un tas de réflexes qui ne vont pas émerger dans le ventre de la mère, donc qui ne seront pas là au moment de la naissance, évidemment,
et qui ne vont pas pouvoir jouer leur rôle puisqu'ils n'existeront pas lors des premières semaines de vie du bébé. Donc le bébé il va devoir apprendre à grandir sans ces schèmes-là, sans ces lettres-là. Déjà, il va lui manquer des lettres dans son alphabet, a priori. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que les enfants prématurés auront forcément des problèmes, mais c'est déjà plus à risque. C'est déjà plus à risque. Pourquoi à risque et pas obligatoirement problème? Parce que tout va dépendre de ce qui se passe ensuite, de l'état de santé de l'enfant, des stimulations qui lui sont faites, des rééducations qui sont éventuellement faites, à quel âge c'était, évidemment, c'est un enfant de 1 kg, 2 kg, à quel mois, dans quel environnement il va être, est-ce qu'il va attraper en plus des jaunisses, des machins, est-ce qu'il va être mis en couveuse, est-ce qu'il va être mis en bébé kangourou. Donc il y a énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte, sans compter les paramètres génétiques, puis à quel âge on a eu le bébé, puis plein d'autres choses. Donc, bonjour. Donc il faut bien savoir que ce réflexe-là, ce réflexe de soutien des mains, il apparaît vers 6 mois et demi dans le ventre de la mère. Donc ça veut dire que à la naissance, on le voit. Ça veut dire que, alors bon, si vous prenez un bébé qui vient juste de naître et vous essayez de faire le test, l'observation du soutien des mains, c'est possible que vous ne le voyez pas. Le bébé peut dormir, il est encore sous l'influence des hormones de la naissance et tout. Non, mais ça veut dire que au jour à J3 ou quoi, vous pouvez le voir. Et ce réflexe, il devient surtout bien actif à 1 mois et demi. Voilà, c'est-à-dire que dans les premières semaines, bon, il est là, on peut le déclencher de temps en temps, mais c'est pas systématique. L'enfant, il a d'autres choses à faire que ça. Et puis c'est surtout que son système visuel, il voit qu'à 17 cm, donc il ne peut pas percevoir que vous avez l'amené vers quelque chose. Mais en revanche, à partir de 1 mois et demi jusqu'à 6 mois, on voit bien ce réflexe. C'est-à-dire que ce réflexe, il dure à peu près 6 mois après la naissance. Et ensuite, ce réflexe, qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'est un réflexe archaïque, il va s'intégrer. S'intégrer, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut bien faire la différence entre un réflexe s'inhibe et un réflexe s'intègre. S'inhibe, ça voudrait dire juste, il a disparu à l'observation, le cerveau l'a éteint, mais en vrai, ce réflexe, il va laisser place à autre chose. Il a servi à quelque chose, à construire quelque chose. Et l'intégration, c'est quand le rôle qu'il avait en tant que réflexe se transforme dans quelque chose d'autre, dans ce qu'on pourrait appeler un plus grand schème, un métaschème. Et c'est ce qu'on appelle les réflexes de vie ou réflexes posturaux. Donc le réflexe doit s'intégrer dans l'ensemble du système de la coordination motrice du corps. Et dans ce cas précis, c'est 6 mois après la naissance. Et du coup, il va se transformer pour pouvoir jouer dans tout ce qui est la dextérité volontaire. Parce que j'aurais organisé, parce qu'on voit très bien que ce réflexe, c'est quelque chose s'approche de moi, je mets les mains pour me protéger. Mais quand je vais ensuite manipuler des outils, justement, si ce réflexe est toujours présent, ça va être difficile. Parce que cette distance de bras, je vais devoir manipuler à cette distance de bras-là, ce qu'on appelle la distance proximale. Et si ce réflexe est suractif, je vais avoir tendance à repousser, à rejeter, à ne pas aimer travailler en proximal. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants qui rentrent à l'école. Ils ne sont déjà pas à l'aise avec ce réflexe de soutien des mains, et donc ils ne vont pas être à l'aise avec l'espace proximal. Donc, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est la manipulation d'outils, c'est découper, colorier, c'est tout ça, quoi. Évidemment, c'est un réflexe très important dans tout ce qui est perception des distances, parce que c'est ce qui me permet de déterminer quelle est la distance de mon bras tendu, parce que c'est là qu'il intervient. Donc, c'est grâce à lui que je peux former ce qu'on appelle donc, ce que je viens d'expliquer, un espace proximal, et tout le reste, tout ce que je ne peux pas atteindre avec mon bras, est considéré comme l'espace distal. Et donc, ça met en place autour de moi ce qu'on appelle une bulle. Nous, on aime bien l'appeler différemment la kinésphère. Ça, c'est un terme de danseur. C'était Rudolf Laban qui parlait de ça, de kinésphère. C'est tous les mouvements que je peux faire à partir de mon centre. Eh bien, au niveau des mains, ça, c'est, on pourrait dire, mis en place par ce réflexe de soutien des mains. Et donc, cette perception de distance, perception de la profondeur, est mise en place de ma distance personnelle et évidemment interpersonnelle. C'est-à-dire, je sais où est ma bulle, on dit souvent ça, voilà, c'est ma bulle, c'est là où je me sens moi-même. Et puis, évidemment, je vais interagir avec la bulle d'autres gens. Et donc, si j'ai bien mis en place cette bulle personnelle, elle peut aussi interagir avec les bulles d'autres gens.
Et si j'ai pas bien mis en place cette distance, évidemment, ça va être difficile pour moi de créer des interactions avec les autres. Donc voilà, en gros, un petit peu ce réflexe. Donc il développe la motricité du haut du corps, essentiellement, ce réflexe. C'est la mise en place aussi de la tridimensionnalité visuelle, puisque ça va mettre en place la coordination œil-main. Je vais bouger ma main à cette distance où se place cette sécurisation de mon corps. Et donc ça va être tout ce qui est le fait de pouvoir utiliser les deux yeux à la fois, donc la tridimensionnalité, la coordination motrice manuelle, la manipulation, etc. Alors c'est un réflexe qui sert à maintenir en place mon corps quand je vais manipuler des objets, ou qui va s'activer quand je dois faire face à des obstacles, à différentes choses. Il va évidemment avoir une interaction très forte avec le fameux réflexe tonique asymétrique du cou. Je pars du principe que vous avez tous entendu parler du réflexe tonique asymétrique du cou. Pourquoi ? Parce que un objet peut arriver de par devant, mais si ça arrive sur les côtés, ça change les choses. Il y a des interactions très fortes, et nous on le voit bien quand on va observer ce réflexe-là. Si on fait, par exemple, on lance un ballon à la personne droit sur sa ligne médiane ou sur les côtés, ça va changer beaucoup de choses. S'il y a à un moment donné un résidu du réflexe tonique asymétrique du cou, ça va changer complètement la manière dont le réflexe de soutien des mains agit. Il va y avoir des interactions très importantes. Or, justement, vous connaissez ce podcast, vous connaissez le travail en intégration motrice primordiale, le RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou, est majeur dans tout ce qui est la lecture, l'écriture, le travail de bureau, la mise en place de la ligne médiane, la mise en place d'un œil par rapport à l'autre, une oreille par rapport à l'autre, et donc la bilatéralité. Donc ils vont interagir, ces deux réflexes-là, pour créer cet espace proximal, tridimensionnel de manipulation. Évidemment, pour chaque schème, c'est un schème, chaque schème a une composante corporelle que je suis en train de vous expliquer, se protéger si quelque chose arrive, jouer dans mon espace proximal, mais aussi a une composante, on pourrait dire, émotionnelle, puisque c'est ma capacité à me protéger, à protéger mon espace personnel, ça a toujours beaucoup d'impact au niveau émotionnel. Est-ce que je mets bien en place ma frontière pour me protéger ? Imaginez que le réflexe soit un petit peu hyperactif. Tous les réflexes, tous les schèmes peuvent être hyperactifs ou hypoactifs. Ça, c'est une notion majeure qu'on a en IMP. Hyper ou hypo. Donc s'il est hyperactif, je vais le surutiliser. Je vais avoir tendance à plus repousser en permanence, à me surprotéger. J'ai un peu trop peur. Mon espace normal, bien construit, c'est distance de bras, mais là, j'ai envie qu'il soit plus loin que ça. Donc du coup, je vais m'éloigner plus des autres. Je vais être mal à l'aise, par exemple, pour rentrer dans un ascenseur ou dans la foule. Je vais pas être à l'aise à l'école, où on va me demander de m'asseoir à une table et de partager cet espace avec quelqu'un d'autre, ça va me mettre mal à l'aise. Et je vais peut-être prendre mes distances. Je vais pas aimer le groupe. Donc ça, c'est une première chose, c'est le réflexe est hyperactif. Vous voyez l'implication émotionnelle très forte que ça peut avoir. Si bébé, j'ai pas bien établi cette distance de bras, je peux me retrouver dans des situations sociales difficiles et mal comprises des autres, parce que les autres ou les enseignants ou les gens vont dire « Ah, il est timide » ou « Il est ceci » ou « Il a besoin de prendre ses distances » et on va considérer que c'est quelque chose de psychologique. Alors qu'à la base, ça peut tout simplement être une distance physique que j'ai mal établie. Maintenant, on peut imaginer que le réflexe soit hypoactif. Donc il n'agit pas suffisamment. À ce moment-là, ma distance de protection sera plus faible. Donc je vais laisser rentrer dans mon espace le ballon et je vais me le prendre en pleine poire quand le ballon arrive. Ou je vais prendre des gamelles plus facilement. Je ne vais pas assez me protéger physiquement, mais aussi plus tard psychiquement. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande des choses, je ne vais pas pouvoir dire non. Celui chez qui c'est hyperactif, il dit non systématiquement. Il ne va pas chercher à interagir. Il va avoir peur d'avance. Mais celui chez qui c'est hypoactif, je ne sais pas dire non, je ne sais pas me protéger. Je ne peux pas prendre mes distances.
peux me retrouver avec les autres enfants qui viennent m'embêter, qui viennent profiter de moi, qui viennent me harceler, et je ne saurais pas me protéger. Je ne saurais pas me défendre. Donc on va là aussi attribuer ça à un comportement psychique et dire oui, il est comme ci, il est comme ça, il faut que tu apprennes à, il faut que tu fasses ceci, il faut que... Et je dis pas que c'est pas vrai, mais si c'est lié à ce schème mal défini dans l'enfance, ça va vous apporter des surprises, parce que le comportement de l'enfant va changer du tout au tout en quelques jours dès qu'on retravaille sur ce schème-là. Alors ce qui est surprenant, c'est Masgoutova a mis en évidence que les enfants considérés comme agressifs, on dit il est agressif, il est violent avec les autres et tout, et bien quasi systématiquement, ce schème est hyperactif. C'est-à-dire je repousse, je repousse, je repousse. Vous êtes à la crèche, vous êtes un enfant à la crèche, chez qui ce réflexe est hyperactif. Les autres enfants arrivent vers vous pour faire un câlin et un bisou parce qu'ils sont affectueux, les enfants. Et vous, ça vous fait peur parce que votre distance est plus loin que les autres enfants. Et vous le repoussez, et vous le repoussez. Ça va être qualifié de violemment, mais en fait c'est brusquement parce que votre réflexe est hyperactif. Donc on va dire, ouais, il a tapé, il a fait un coup. Il a repoussé avec violence, violemment. En fait c'était brusque parce que le réflexe est hyperactif. Et donc on commence à m'attribuer une intention à mon comportement. Il est violent, il est agressif. Mais ça c'est à la crèche. Mais sauf que ça vous allez le reproduire encore et encore et encore. Même chose à la maternelle. Et puis on va commencer à vous disputer, à créer tout un cercle vicieux autour de ça. Et on va considérer que c'est vous qui avez ce problème-là. La surprise, parce que, alors évidemment, là on pourrait dire, c'est peut-être chez les enfants violents, ça crée un problème à ce niveau-là. Sauf que ce que Masgoutova a aussi mis en évidence, c'est que dès qu'on va, comment on pourrait employer comme terme, normaliser ce réflexe, évidemment nous en IMP on va dire intégrer ce réflexe dans l'ensemble de la motricité globale du corps, eh bien la soi-disant violence va s'atténuer largement, voire disparaître. Donc là, on voit bien qu'à ce moment-là, on pourrait dire, c'est ce réflexe qui était la cause du comportement violent. Alors là, je dirais, c'est pas tout à fait exact. Parce que le réflexe n'est que... la cause, c'est pourquoi ce réflexe n'est pas intégré initialement. Pourquoi il ne s'est pas bien mis en place initialement. C'est donc pas bien initialisé, pour employer un terme moderne. Et la cause, c'est ça. Est-ce qu'il a manqué de motricité, de manipulation? Est-ce qu'il est né prématuré? Est-ce qu'il a été mis sans arrêt dans un... Imaginez un enfant dans ce qu'on appelle un transat pour les bébés. Il est dans le transat. Quand un bébé est dans un transat, il ne peut pas jouer sur ses distances. Il ne peut pas configurer son espace personnel. Le transat va le piéger. Vous savez très bien que les canapés et les chaises sont mauvais pour nous. C'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour notre psychisme. Pourquoi mettre l'enfant dans un canapé déjà? Alors un canapé pour enfants, c'est un dispositif du type Baby Relax, Youpala, etc. Dans ces dispositifs-là, le bébé ne va pas pouvoir interagir avec son environnement de manière volontaire. Il va être passif. Il ne va pas pouvoir développer son tonus postural. Il ne va pas pouvoir se retourner. Il va être gêné dans ses manipulations par rapport à ses distances corporelles. Tout ce dont un bébé a besoin pour grandir, c'est deux choses. Des bras, parents, allo-parents, qui que vous voulez, des bras et le sol. C'est tout. Quand vos bras sont fatigués, vous pouvez mettre une écharpe de portage. On retrouve ça au fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, chez les Inuits, en Mongolie, partout, 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 partout. Parce qu'on a besoin d'utiliser nos mains. Nos enfants, contrairement aux petits singes, ils ne peuvent pas s'agripper à nos poils. Et le réflexe d'agrippement n'est pas suffisamment fort, mais en revanche, on peut utiliser l'écharpe de portage. Donc soit nos enfants, ils ont besoin de nos bras, ou être près de nos corps, bon ça c'est valable pour le tout petit, et puis ensuite, il a besoin du sol. Et au sol, il va pouvoir pousser sur ses bras et coordonner cela. On dit que ce réflexe, il s'établit jusqu'à 6 mois après la naissance. Donc si l'enfant il n'a pas été suffisamment porté, s'il a été mis dans des dispositifs, comme je vous l'ai dit, un siège incliné, ou un transat, etc., eh bien, il n'a pas pu établir ça. Donc la cause, c'est quoi? C'est le réflexe? Non, le réflexe n'est que le symptôme, la non-intégration du réflexe est le symptôme de quelque chose dans mon environnement qui n'a pas permis de le développer. C'est la puissance du réflexe que c'est génial, puisque nous, on travaille en IMP avec énormément de réflexes, une quarantaine de réflexes, on va pouvoir regarder tout ça, et ça va nous donner une carte, un profil
de qu'est-ce qui s'est passé dans mon développement et qu'est-ce qui me manque. Mais ce ne sont pas les réflexes qui sont la cause. Je voulais insister là-dessus parce que les gens disent « Ah, j'ai un enfant violent, je travaille sur ce réflexe et donc il est plus violent. » Donc le réflexe était la cause de la violence. Non. Le réflexe me permet de voir qu'il y a ce schème qui n'est pas intégré, qui m'a manqué des choses dans mon développement. C'est ce qui m'a manqué dans mon développement qui est la cause. Le réflexe, ce n'est que le symptôme. Alors, où en étais-je ? J'ai expliqué ça, voilà, le fait que... Alors, j'ai dit les enfants, hein, j'ai dit la petite école et tout, mais adultes, ça va affecter le fait qu'on est mal à l'aise avec les autres, on est mal à l'aise dans les groupes, ou on a tendance à être agressif quand quand quelqu'un nous demande quelque chose, ou... Voilà, ça va affecter ma distance avec les autres, et donc mes interactions avec les autres, ma manière de communiquer avec les autres. Donc ça peut faire des gens qui vont avoir tendance à s'isoler, on va dire il est introverti. Voilà, ou quelqu'un qui va être agressif dès qu'il est en rapport avec les autres. Comment on peut affirmer des choses pareilles ? C'est que nous, on sait que dès qu'on va travailler chez ces personnes-là ce réflexe-là, s'il est présent à l'observation, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est possible que ce soit des raisons psychiques ou des raisons autres que associées à ce réflexe. Bien entendu, bien entendu. Mais à ce moment-là, on ne verra pas le réflexe se manifester. Quand la personne, on la voit, elle a, je sais pas, elle a 5 ans, elle a 10 ans, elle a 50 ans, on va regarder, est-ce que ce réflexe est bien intégré ? S'il l'est, bah, ne tenez pas compte de tout ce que je viens de dire, et à ce moment-là, il faut aller tenter une autre approche, et oui, des thérapies cognitives et comportementales, et d'autres choses, bien sûr, bien sûr. Mais si en revanche on constate que le réflexe n'est pas intégré, là on va pouvoir agir, et là on sait que ça va avoir un effet corporel et émotionnel sur le comportement de la personne. Et donc là aussi, ça va m'affecter dans les jeux. Par exemple, je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, on jouait beaucoup à la balle aux prisonniers. J'adorais le jeu, j'étais super fort à la balle aux prisonniers. Je détestais le foot, j'aimais pas le rugby, j'aimais pas d'autres trucs, mais la balle aux prisonniers, c'était mon truc. Maintenant, imaginez que vous jouez à la balle aux prisonniers ou au volley, et que ce réflexe est hyperactif ou hypoactif. Bah, hypoactif, vous prenez toujours le ballon, vous n'allez pas mettre votre limite là où il faut, vous allez être la cible et tout le monde va vous balancer le ballon parce qu'on sait que ça ne va pas marcher. S'il est hyperactif, vous allez suragir aussi, être tout le temps excité, courir dans tous les sens, et là aussi vous allez vous faire attraper. Donc au volley, vous imaginez n'importe quel sport, au judo, le réflexe est hyperactif ou hypoactif. À n'importe quoi, n'importe quelle activité, vous pouvez imaginer, tiens, ça va casser ma distance, j'aurai pas la distance adéquate dans le rapport aux autres, donc ça va m'affecter dans les jeux, dans mon rapport aux autres, le fait de toucher et d'être touché. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi en IMP on parle de schème ? Parce qu'un schème, c'est un patron, c'est une structure. À la base, le schème est toujours moteur. C'est pour ça que ça s'appelle intégration motrice primordiale. Le schème, à la base, c'est toujours moteur. C'est le bébé qui place ses bras à une certaine distance pour se protéger de son environnement. S'il tombe, il va mettre les mains. Si un ballon arrive vers lui, il met les mains pour protéger le visage. Donc c'est un schème moteur. Mais ce schème moteur sert de patron, c'est ça que veut dire le mot schème, de structure, de modèle, pour une organisation psychique. Donc on est bien dans un schème somato, ça veut dire corporel, psychique, somato-émotionnel si vous voulez. Donc ça c'est super important. Alors ça va affecter, puisque ça affecte tout ce qui se passe au niveau de mon monde proximal, de tout ce qui est la manipulation, les outils, l'écriture, etc. Bah évidemment ça va affecter le développement de ma latéralité, et au niveau scolaire ça va avoir un impact. Donc ça veut dire que ça va être intéressant de regarder aussi d'autres réflexes qui seraient associés, connus, pour jouer dans cette sphère proximale. On connaît le Moro, le RTL, le réflexe tonique asymétrique du cou que j'ai déjà cité, et le réflexe tonique symétrique du cou aussi. Tous ces réflexes-là qui interviennent dans la manipulation d'outils, dans l'espace de bureau, et qui sont si essentiels à connaître quand on travaille avec les enfants en difficulté scolaire. Bon alors, évidemment, il faut comprendre que chaque schème évolue entre comment ça se manifeste chez moi en tant qu'adulte à comment ça fonctionnait chez le bébé. Il va y avoir différentes étapes, mois après mois. C'est-à-dire que entre la naissance et les 6 mois où le réflexe est actif, et puis ensuite quand le réflexe s'intègre, il va y avoir un certain nombre d'étapes. Ça ne se fait pas
Un beau matin, mon réflexe est là, et le lendemain, le réflexe n'est plus là. Ça va progressivement s'intégrer dans un ensemble de fonctions corporelles. Et là, il faut que je vous dise quelque chose, une notion essentielle. Une notion essentielle de l'IMP, qui là encore, il faut rendre à César ce qui est à César. La grande Svetlana Mazgutova a parlé de protection positive. Je crois que ça, c'est un des concepts les plus importants qui soit dans le monde des réflexes, la protection positive. Beaucoup de gens disent, mais non, mais ce réflexe-là, de parachute, de soutien des mains, c'est un réflexe de vie. Parce que si je tombe, je mets les mains. C'est qu'il était toujours là. Mais non. Là, c'est ne pas comprendre les choses. Les réflexes archaïques du nouveau-né, non conditionnés du nouveau-né pour parler en termes scientifiques, ne disparaissent jamais. Ils s'inhibent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, ils n'interfèrent pas avec mon comportement. Je peux rentrer dans un ascenseur, pas de problème. Je peux manipuler des choses, pas de problème. Je peux décider d'aller au judo et d'apprendre les roulades de judo, pas de problème. Mais parce que toutes ces choses que je suis en train d'exercer, lecture, écriture, roulade de judo, etc., sont commandées par ma motricité volontaire. Je suis en train de faire quelque chose consciemment, volontairement. Mais si tout d'un coup les choses vont plus vite que ça, je ne peux plus réagir avec le néocortex, je ne peux plus commander le mouvement volontaire. Si je ne peux pas commander le mouvement volontaire, quelqu'un prend le relais automatiquement, c'est le tronc cérébral, c'est la moelle épinière, c'est le système réflexe, qui est là pour la protection positive, pour me protéger. Donc dans la vie de tous les jours, je peux rentrer dans un ascenseur, je ne vais pas mettre les mains pour me protéger et dire aux gens, non, n'approchez pas. Alors il y a des gens chez qui ce réflexe peut vraiment dysfonctionner et qui disent, non, je ne peux pas monter dans un ascenseur, j'ai la phobie, et qui prennent l'escalier. Mais en temps normal, mon réflexe, ok, je peux. Il est inhibé, donc les gens peuvent s'approcher de moi, pas de problème. Mais s'il y a réellement un danger et que je tombe, je mets les mains automatiquement. Le réflexe, c'est pas qu'il avait disparu et qu'il ressurgit. C'est que le néocortex ne n'inhibe plus dans ce sens-là. On va dire que ce qui est réflexe devient prioritaire quand il y a un danger. Quand il y a un danger, tout ce qui est réflexe devient prioritaire. Mais c'est valable pour le moro, c'est valable pour l'agrippement, c'est valable pour tous les réflexes. Vous chutez en arrière, vous allez ouvrir les bras vers l'extérieur et agripper. C'est le moro. Tout le monde est d'accord pour dire que le moro, c'est un réflexe primitif, archaïque, qui disparaît au bout de 3 mois, ou, pardon, qui s'inhibe au bout de 3 mois. Mais en cas de chute sur une plaque de verglas, mon moro va se réactiver. Mais le moro n'est absolument pas un réflexe de vie. Le réflexe de parachute, c'est la même chose. Quand je tombe en avant, je vais mettre les mains. Oui, je vais mettre les mains parce que des millions d'années de bipédie ont prévu que la bipédie, c'est chouette, mais si on tombe et qu'on s'explose le visage et le crâne, c'est très dangereux. Donc il faut le protéger. Même si tant pis, je me suis cassé les poignets ou me fait saigner les paumes des mains. Combien de fois quand on était gamin, on jouait, je me rappelle avec mes cousins et tout, le vélo, il y avait une grande pente chez ma grand-mère et puis on devait descendre la pente à vélo et puis les autres devaient balancer des pommes dans les rayons du vélo, extrêmement dangereux. Ça a amené pas mal de gamelles et vous avez les mains ensanglantées parce que vous rattrapez les mains en avant. Bon, certains des cousins ont eu des bras cassés. Eh bien, vous êtes cassé les bras, vous vous êtes ensanglanté les paumes, c'est pas grave du tout. Ça se répare. En revanche, si vous n'aviez pas eu ça, ce réflexe de soutien des mains et que vous êtes explosé la tête sur le bitume ou sur les cailloux, c'est beaucoup plus grave. Et on peut perdre un œil, on peut se fracasser le crâne, on peut être handicapé, on peut mourir. Donc il y a des mécanismes extraordinaires qui sont là en cas de danger. C'est la protection positive. Il y a un autre terme qu'on emploie, nous, en IMB, qui est de dire qu'à ce moment-là, le réflexe archaïque, primitif, surgit à bon escient. Dans ce cas de figure, si je glisse sur une plaque de verglas et que je tombe en arrière, je vais utiliser mon moro qui apparaît donc à bon escient. Si je tombe en avant, je vais mettre mes mains devant moi pour me protéger, c'est le réflexe de parachute qui s'active alors à bon escient. J'ai un parachute sur le dos, c'est un très bon exemple, vous avez toujours le parachute sur le dos, mais il est rangé dans son sac et ne va sortir que quand vous sautez de l'avion. Si le parachute n'est pas rangé dans le sac, ça vous empêchera d'avancer, il va tirer derrière vous, il va traîner, c'est la catastrophe. C'est exactement la même chose avec le réflexe. Vous avez tout un tas de parachutes prêts en cas de besoin. Mais dans la vie de tous les jours, pas besoin de sortir le parachute. Vous tombez, le parachute se déploie. Là, c'est à bon escient. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Chacun joue son rôle. Donc vous voyez, il faut bien comprendre que ce réflexe-là, ce n'est pas un réflexe de vie. Il n'est pas présent en permanence.
C'est pas un réflexe postural. C'est un réflexe qui ne doit s'activer qu'en cas de danger, si je tombe ou quelque chose arrive vers moi rapidement comme un ballon, je vais mettre les mains pour me protéger. Donc si on regarde un petit peu comment ce réflexe évolue, au départ le bébé c'est, comme je vous ai dit, on prend le bébé sous les bras, on l'approche du sol, il va mettre les mains. Et puis progressivement, le bébé il va faire plein d'expériences comme ça. Il va être porté par vous, vous approchez de choses et d'autres, de personnes, vous discutez, vous avez toujours le bébé avec vous. Donc le bébé il va progressivement, comme on pourrait dire, étalonner sa distance entre les objets qui s'approchent et les moments où il peut toucher les objets, où il va rentrer en interaction physique avec les objets. Donc il va mettre en place sa distance personnelle, comprendre que ce qu'il voit est à une certaine distance et il va pouvoir le toucher, donc il va étalonner cette distance, mains, yeux, il va prendre conscience de la longueur de son bras, qui évidemment va changer très vite, puisqu'il va grandir. Et puis progressivement, ça va faire que le bébé, quand il veut quelque chose, il va étendre le bras. Et évidemment, au début, le bébé, il rate, il n'est pas capable, il fait des manipulations qui nous semblent maladroites, mais en fait, il expérimente. Et à un moment donné, vous savez parfaitement votre distance de bras, vous voyez quelque chose que vous voulez attraper, paf, votre main touche au millimètre près l'objet en question. Donc j'ai défini cet espace-là. J'explore cet espace. Mais à partir du moment où je peux explorer cet espace et que j'ai défini cette distance, voilà, quelque chose de nouveau apparaît. J'ai un espace de cognition. Je sais que je peux interagir avec cet espace. Et donc, je peux analyser ce qu'il y a dans cet espace. Et si je veux découvrir des choses, je peux tendre la main, attraper la chose. Dans un premier temps, le bébé, il l'amène à sa bouche et il explore cognitivement les choses à travers sa bouche et avec son odorat. Plus tard, l'objet, il l'explore aussi tactilement, bien entendu, visuellement. On veut le regarder. L'enfant va jouer beaucoup à regarder les objets, à le toucher, à le sentir et le secouer si ça fait du bruit, explorer aussi le son que ça fait. Vous voyez, ça c'est basé aussi sur ce réflexe-là. Donc ça lui permet d'explorer son espace environnement, de pouvoir aussi développer quelque chose qui est absolument essentiel. Bonnie Benbridge-Cohen parlait beaucoup de ça. Elle parle du schème de poussée. Le bébé, il va d'abord faire des schèmes de poussée. Donc c'est d'abord le soutien des mains qui est actif. Il repousse les choses. Puis plus tard, il va aller attraper quelque chose et tirer et amener à lui. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Il y a pousser, attraper, donc elle parle de atteindre, parce que c'est différent de attraper, donc de atteindre, là ce sont d'autres réflexes, d'attraper, donc là c'est l'agrippement et d'autres réflexes, paume-bouche de Babkin, faire ouvrir la bouche, puis traction des bras qui sera un autre réflexe. Ça c'est une notion essentielle. Pour tout réflexe, pour tout schème qui fait une action, il y a un schème opposé qui fait l'action contraire, obligatoirement, sinon je serais coincé dans un mouvement. Donc évidemment, s'il y a un réflexe de soutien des mains qui étend le bras, j'ai un réflexe de traction des mains. Et il existe, qui fait l'inverse, qui me rapproche. Donc l'enfant, il va falloir qu'il combine à un moment donné son soutien des mains avec son traction des mains pour créer la capacité à interagir à toute distance, bras tendus, mi-tendus, proches, et jusqu'à ramener les choses à ma médiane. Donc vous voyez, le bébé, il va falloir qu'il explore et qu'il explore. Et comment il va créer tout ça? Mais par la motricité, intégration motrice primordiale. Par la motricité, c'est par les expérimentations, par les explorations, parce qu'il bouge, parce qu'il joue, parce qu'il est mis au sol, parce qu'il est dans les bras, parce qu'il va dans la nature, parce qu'il interagit avec ses frères, sœurs ou d'autres enfants, parce qu'il va manger, mettre les aliments et jouer avec les aliments. C'est bien que l'enfant joue avec les aliments, c'est de la psychomotricité de jouer avec les aliments. Donc l'enfant va faire plein d'interactions avec son environnement. D'où proscrire les écrans. De toute façon, aujourd'hui, les pédiatres, les psychologues et tout sont unanimes, c'est 0 écran. Avant 3 ans, 0. Pas de téléphone, pas de tablette, pas de télé, pas de jeux vidéo, 0 écran. Chaque minute d'écran, vous mettez l'enfant en danger parce qu'il ne joue pas, il ne manipule pas, il ne court pas, il n'interagit pas avec son environnement. 0 écran avant 3 ans. Oui, évidemment, vous faites 5 minutes d'écran, il ne va pas mourir. Mais vous savez bien qu'on ne fait pas 5 minutes d'écran. Et vous savez bien qu'un petit enfant, si vous le mettez devant un écran, il va pleurer si vous arrêtez l'écran. Et donc ça veut dire que vous ne devez pas avoir d'écran quand vous êtes en présence d'un enfant de 3 ans. Ni regarder votre téléphone, ni de télé. Si vous dites, Paul, ce que tu dis c'est n'importe quoi, t'es utopiste, tant pis. Il y a des choix dans la vie. Ça s'appelle l'éducation.
L'éducation, c'est mon enfant est adolescent, je lui mets des limites. Mon enfant est bébé, il n'y a pas d'écran, c'est tout. Ah oui, mais il adore ça. Très bien, quand il sera adolescent, il adore la drogue, vous allez lui en fournir. Quand il a 8 ans, il veut manger des bonbons toute la journée, vous allez lui en fournir toute la journée et du coca? Non, soyons sérieux. Je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour mon enfant. Or, en éducation, je ne peux pas exiger à quelque chose de quelqu'un si je ne le fais pas moi-même. Parce qu'à ce moment-là, ça crée une distorsion et ça va fausser toute la relation que j'ai avec mon enfant. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas regarder des écrans et que les écrans vont vous affecter comme ça affecte un enfant, c'est pas ce que je dis. Mais si vous ne dites pas d'écran à un enfant de moins de 3 ans et que vous êtes fourré toujours derrière un écran et qu'il vous voit toujours en train de faire ça, ça ne va pas. Donc les écrans, c'est quand il est à l'école, c'est quand il est à la crèche, c'est quand il est à la maternelle, c'est quand il est couché pour regarder la télé, etc. Mais pas en sa présence, ni à table. Ça, c'est des sortes d'hygiène de vie. Vous ne faites pas l'amour devant vos enfants, vous ne vous battez pas devant vos enfants, vous ne regardez pas d'écran devant vos enfants. Même chose. Là, c'est pas Paul Landon qui dit ça, hein. C'est tous les psys. Pour une fois que les gens sont d'accord, les psys, les pédiatres, les éducateurs, les médecins, tous les spécialistes de l'enfance, les effets sont délétères. Il n'y a aucun avantage d'utiliser des écrans chez les enfants de moins de 3 ans. Zéro. Il peut y en avoir quelques-uns un peu plus tard, 8 ans ou quoi, quelques jeux vidéo, coordination. Certaines études ont montré qu'après 8 ans, vous voyez, on a encore de la marge. Donc l'enfant, il va explorer tout un tas de choses. Et plus il va explorer, plus il va manipuler, plus il va pouvoir intégrer le réflexe. Intégrer le réflexe veut dire qu'il a mis en relation avec d'autres schèmes. Parce qu'évidemment, là, on dit un réflexe, ce réflexe-là va s'intégrer vers 6 mois après la naissance. Mais vous imaginez bien qu'il y a des dizaines de réflexes avec lesquels il va jouer pendant ces 6 premiers mois. 40 réflexes, plus sans doute. Et donc il doit faire face à tout ça en même temps. Il doit combiner tout ça en même temps. Il va y avoir des réflexes pour les yeux, pour les mains, pour les pieds, pour le dos, pour le cou, pour des réflexes archaïques, des réflexes posturaux, des réflexes de coordination, des réflexes sensoriels, des réflexes vestibulaires, proprioceptifs. Il y a énormément de connexions. L'enfant, ce sont des milliers de connexions qu'il doit faire chaque jour dans son cerveau. Des milliers d'élagages neuronaux chaque jour, chaque minute se font dans son cerveau. Et ça se fait par le jeu, par la manipulation, par l'interaction avec les autres, par le fait d'aller dans la nature. Parce qu'il y a tellement de schèmes qu'il doit organiser pour pouvoir ensuite faire son métier de chasseur, cueilleur, grimpeur, nageur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et dans ce jeu-là, le réflexe de soutien des mains est majeur. Donc voilà, il va se développer progressivement, puis ça va me permettre de communiquer, d'interagir avec les autres, de mettre une frontière, de pouvoir dire non, de pouvoir dire oui, de savoir où est ma protection personnelle et où la mettre à bon escient. Et puis évidemment, tout ça va s'intégrer progressivement dans l'ensemble de la coordination motrice du corps. Quand le bébé va aller de plus en plus vers un mouvement volontaire, je décide d'attraper ceci, je décide de le lâcher, et donc j'interagis dans ma sphère, dans mon espace proximal de bras, hein, qui se définit jusque là où est mon bras tendu. Donc tout ça se fait dans le réflexe de soutien des mains, le fameux réflexe de parachute, le schème de soutien des mains. Donc une notion que je viens d'évoquer il y a un instant, c'est il va y avoir des schèmes réflexes qui vont dans le même sens et des schèmes réflexes qui font l'opposé. On parle de schèmes synergistes et de schèmes antagonistes. Si un réflexe me fait faire quelque chose, là typiquement me protéger de mon environnement en étant dans les bras, réflexe de soutien des mains ou parachute, eh bien il y a un réflexe qui me fait faire l'inverse. Le plus connu de cela, c'est le réflexe de traction des mains. Le bébé attrape quelque chose et l'amène à lui. C'est l'exact opposé. Tiens, dans le réflexe de traction des mains, il est combiné au réflexe d'agrippement. Donc j'attrape quelque chose, je ferme ma main et je tire. En fait, le réflexe de soutien des mains ou parachute me fait étendre le bras et ouvrir la main pour me rattraper si je tombe. Autrement dit, c'est l'antagoniste aussi du réflexe d'agrippement. Quand on pense à quelqu'un qui a la main toujours crispée sur son crayon, ou une personne en situation de handicap qui a toujours la main fermée, ou des schèmes de fermeture, d'agrippement, on veut absolument faire ouvrir la main. La meilleure chose à faire, c'est d'intégrer le réflexe de soutien des mains. Comment voulez-vous que j'intègre mon réflexe d'agrippement si mon réflexe de soutien des mains ne joue pas son rôle?
Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Donc en IMP, on vous enseigne quelles sont les connexions entre ces différentes choses-là. Parfois, j'ai quelqu'un qui dit « Ah, il y a un problème de réflexe d'agrippement, il a toujours la main fermée. » Alors on veut... Les gens, ils disent ah, « Allez, l'agrippement, il faut qu'il travaille ça. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. » Ça marche pas. Mais est-ce qu'il est capable d'ouvrir la main? Est-ce que le schème antagoniste joue son rôle? Ça, c'est quelque chose qu'on étudie en IMP, c'est majeur. Donc vous voyez, il va y avoir des schèmes antagonistes qu'il faut connaître. Donc j'ai cité le réflexe de traction des mains, on comprend bien, mais ce réflexe de traction des mains marche avec l'agrippement. Et maintenant, je voudrais amener vos... Là, je suis désolé, je m'adresse aux gens qui connaissent déjà le réflexe tonique symétrique du cou, RTSC. Je vais le décrire un tout petit peu pour ceux qui ne savent pas. Quand le bébé est à 4 pattes, c'est pas là que ça se manifeste en premier, mais pour bien comprendre. S'il vient juste d'apprendre à mettre à 4 pattes, quand le bébé va baisser sa tête, ce qu'il ne fait pas quand il est à 4 pattes, vous allez comprendre pourquoi, s'il fléchit sa tête, il va fléchir aussi ses bras et pousser dans ses jambes derrière. En fait, le réflexe tonique symétrique du cou, c'est flexion de la tête entraîne flexion des bras et extension des jambes. Et vice-versa. Extension de la tête entraîne extension des bras, flexion des jambes. Maintenant, vous êtes assis à votre bureau. Si vous avez un résidu de RTSC, quand vous fléchissez la tête, ça va fléchir les bras vers vous. Mais du coup, ça va interférer avec le réflexe de soutien des mains. Si je suis en train de tomber, si je tombe, je bute dans quelque chose, ma tête est vers le bas. Si j'ai un résidu de RTSC, mes bras vont fléchir aussi en même temps. Et du coup, je ne vais pas tendre les bras pour me rattraper parce que le RTSC prend les commandes et peut empêcher mon réflexe de soutien des mains de s'activer à bon escient. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le réflexe de soutien des mains, normalement, il s'active, mais si mon RTSC prend les commandes parce que lui n'est pas intégré, et bien du coup, quand je vais tomber, je ne mets pas les bras. Et vous avez déjà entendu parler de ça? Et il y a des petits-enfants qui, quand ils tombent, ils ne mettent pas les bras. Encore et encore et encore. Et ils se prennent des beignes, et ils se prennent des beignes. Il y a même les petits-enfants, on en connaît, ils doivent prendre des abonnements chez l'ostéopathe, ils doivent prendre des abonnements chez le kiné pédiatrique, à cause des gamelles qui se prend sans arrêt, des points de suture qu'il a. Mais il y a même des enfants à qui on va mettre un casque, comme un petit casque de vélo assez léger, là, parce qu'ils se prennent des gamelles et des traumatismes crâniens. On peut imaginer que c'est à cause d'un réflexe de soutien des mains qui serait hypoactif, mais on peut imaginer que c'est à cause d'un réflexe tonique symétrique du cou, qui est non intégré, et qui fait qu'il ne peut pas déployer les bras. Donc vous voyez, les choses ne sont jamais hyper simples. Hein. Sur les réseaux sociaux et tout, c'est hyper simple. Là, ce réflexe, il fait ça, ce réflexe, il fait ça. Non, 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 non. L'être humain est complexe. Et il y a des centaines d'interactions dans tous les sens. Et c'est pour ça que l'IMP, je suis désolé, voilà, c'est 7 stages de 4 jours. Il y a plein de choses à apprendre, plein d'interactions à faire dans tous les sens. Il faut avoir une vue globale. C'est vrai que des fois, les gens ils arrivent en IMP et disent ah, je voudrais un truc magique, un truc simple, un protocole A, B, C, D, premier réflexe, deuxième réflexe, troisième réflexe, tu fais ça dans cet ordre. Désolé les amis, il va falloir avoir une compréhension globale des choses qui va se construire stage après stage. Et après chaque stage, les gens disent « Waouh, cette couche de compréhension supplémentaire de ce stage m'apporte tellement. » Et au stage d'après, une autre couche. Et au stage d'après, une autre couche. Je vous promets, jusqu'au 6e stage qui s'appelle latéralité, apprentissage et vision, où là, les gens disent « Waouh !» Parce que là, on va parler du schéma corporel, on va parler de la latéralité, on va parler du système visuel et comment... Donc les schèmes là tout seul c'est quelque chose, mais il faut voir les interactions. Donc là je vous donne juste un exemple avec le réflexe tonique symétrique du cou en flexion. Mais j'aurais pu donner l'exemple du RTL, réflexe tonique labyrinthique, qui va s'opposer au réflexe de soutien des mains. Mais évidemment chez le bébé c'est un avantage parce que ces réflexes, les réflexes, comme certains vont dans un sens, d'autres vont dans un autre sens, le bébé, il apprend les deux. Il apprend la flexion, il apprend l'extension, la coordination tête, main, œil, bras, jambes. Et donc progressivement, comme il fait beaucoup d'exploration, il devrait faire beaucoup d'exploration au sol, dehors, grimper, manipuler, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il apprend plein de schèmes différents qu'il va apprendre à combiner pour développer un plus grand alphabet moteur, et donc un plus grand alphabet cognitif, et donc un plus grand alphabet émotionnel, puisque ce sont des schèmes somato-émotionnelo-cognitifs. Ça, c'est majeur. Il va coordonner tout ça. Et donc, il aura plus de degrés de liberté, comme aurait dit Bernstein, plus de possibles.
Vous voyez pourquoi le premier stage en IMP s'appelle l'alphabet du mouvement. Parce qu'il y a un vrai alphabet. Cet alphabet, le bébé, il faut qu'il apprenne à composer les lettres pour faire des mots, puis des mots pour faire des phrases, et des phrases pour faire des poèmes. Alors en résumé, pour ce réflexe de soutien des mains, qu'est-ce qu'on peut dire? 1. Protection. Faire face à des obstacles. Si je chute, je mets les mains. 2. Mes limites et mon territoire. Me protéger, savoir dire non. 3. Faire face aux difficultés, aux autres, au stress émotionnel, à traiter les nouvelles informations. Je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais si cet espace est bien défini, je vous ai dit, c'est mon espace proximal, je peux laisser rentrer les choses, y compris être à l'aise à l'école avec mon espace de travail, de bureau, donc mon espace de cognition, parce que tout ce que j'apprends dans mon environnement se fait dans mon espace proximal. Le livre, le cahier, l'écran, la manipulation. Donc c'est laisser rentrer les nouvelles informations. Si je ne suis pas à l'aise dans cet espace-là, j'aurais tendance à repousser et je peux très bien me retrouver en difficulté scolaire ou, je devrais dire, en rejet de la scolarité. Ça va permettre 4, la communication avec les autres. Trop de distance, la communication sera mauvaise. Pas assez de distance, la communication sera impactée aussi. Et donc c'est comment j'interagis correctement avec les autres. Alors, ça va me permettre aussi une chose dont je n'ai pas parlé, point 5. C'est que ce soutien des mains, ça se passe dans le haut du corps. Pendant que mon bas du corps doit rester stable et mes jambes en quelque sorte un peu tendues. Parce que si mes jambes se fléchissent, ça ne marchera pas. Il faut donc que j'ai de la stabilité dans le bas du corps pendant que le haut du corps repousse les choses qui viennent vers moi ou me rattrape quand je tombe. Donc ça me permet de différencier le haut du bas. Donc ça va avoir un impact dans la formation de ma dimension du centrage. 6, comme je l'ai dit, la mise en place de la vision tridimensionnelle, donc être capable d'utiliser mes 2 yeux dans mon espace proximal, dans l'exploration de mon espace proximal. Et donc 7, la coordination oculomotrice, parce que c'est comment la main va interagir avec mes yeux qui guident la main. La binocularité qui se met en place. Donc ça, c'est absolument majeur. Et enfin, évidemment, c'est tout ce qui va être la motricité de petits ou de gros objets dans cet espace-là. Vous voyez, ça fait, on pourrait dire, 8 fonctions clés du réflexe. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose que j'ai déjà dit, mais je veux répéter encore. Le réflexe, ça n'existe pas tel qu'on l'entendait en médecine classique. Ce sont des schèmes. Un schème, ça veut dire un patron, un modèle. Le bébé, à la naissance, génétiquement, ou pas à la naissance, dans le ventre de la mère, développe un certain nombre de schèmes, de patrons, qui vont lui permettre de s'organiser, sur lesquels il va s'appuyer pour grandir. Et il a besoin de tous ces schèmes-là, parce que chacun de ces schèmes, chacun de ces patrons, c'est une compétence motrice, et à la fois une compétence émotionnelle, et à la fois une compétence cognitive. Plus il peut développer ses patrons, plus il a de modèles, plus il aura de possibilités et de potentiel pour réagir à son environnement correctement. Vous voyez à quel point c'est majeur. Les gens pensent que c'est l'intégration motrice primordiale. Mais non, mais les amis, l'intégration motrice, c'est primordial parce que c'est la base, le patron de l'intégration cognitive, de l'intégration émotionnelle. Donc, en partant de ce simple schème, vous voyez, je commence une série en partant, j'ai l'intention de parler de plusieurs schèmes, peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas jusqu'où on ira, de schèmes qu'on étudie en IMP. En partant d'un simple schème dont on ne parle pas souvent, qui est le réflexe de soutien des mains ou parachute, on voit à quel point tout ça est important. Donc, dans les prochains jours, on va illustrer ce même système réflexe, parce qu'on comprend bien qu'il s'agit ici, maintenant je parle de système réflexe, parce qu'évidemment, là, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce schème, qui est un schème archaïque, il va laisser place, grâce à son intégration, à des schèmes posturaux, à des schèmes qu'on appelle des réflexes de vie. Le réflexe ne peut s'intégrer, ou la définition c'est le réflexe s'intègre, parce qu'il laisse place à un réflexe de vie, et que ce réflexe de vie peut prendre le relais.
Donc quel réflexe de vie il va intervenir ici? C'est encore toute une autre aventure et on va étudier aussi ces réflexes de vie. Il y a le réflexe de stabilité, de gravité, le réflexe de protection, le réflexe de redressement de la tête. Donc dans ce cas précis, il y a un certain nombre de réflexes de vie qui vont prendre le relais et qui fait que dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de mettre les mains en permanence, j'ai pas besoin de stresser en permanence pour me protéger des autres quand j'interagis avec les autres ou avec les objets ou quand je fais du sport, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est si justement, je viens de donner l'exemple du sport, je me retrouve dans une situation en sport où j'ai du mal à me coordonner, à faire tel ou tel geste, je peux me dire, tiens, est-ce que ce schème est suffisamment solide en moi? Ce serait un peu comme réviser des bases à l'école. Me remémorer quelque chose. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de division. C'est comment déjà on fait la division? Ah ouais, tac, 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 on me remontre. Ah oui, oui, ça y est, je me rappelle comment on fait la division. Oui, j'ai jamais acquis le truc, donc il faut me rappeler comment on fait une division. Et là, dit, ah oui, d'accord, ça me revient. Mais c'est exactement la même chose. Le schème, il doit être inhibé. Mais comme il n'a pas disparu, il doit toujours être là. Je dois toujours avoir cette structure de base. Et à des moments donnés dans ma vie où je ne fais pas forcément appel à ça, je vais peut-être avoir besoin de me le remémorer. Exemple typique, vous apprenez le judo. En judo, il faut faire des chutes. Il faut apprendre à faire des roulades. Si ce schème de soutien des mains chez vous, il est hypo ou hyperactif, ou il a été hypo ou hyperactif dans l'enfance et que vous ne l'avez pas bien intégré aujourd'hui, la roulade, vous n'allez pas arriver à la faire. Soit vous allez avoir les bras trop tendus quand vous allez arriver au sol et ça va faire mal. Soit vous n'allez pas tendre les bras suffisamment rapidement, et là aussi ça va faire mal. Donc il faut que ce schème, qui coordonne l'œil et la main dans l'ensemble de la posture du corps lorsque je choisis, soit parfaitement en place et synchronisé. Un tout petit peu trop tôt, un tout petit peu trop tard, et vous n'arrivez pas à faire votre roulade de judo. Maintenant, remplacez le judo par interagir avec les autres, communiquer. Vous changez de boulot, vous êtes face à des nouvelles personnes, il faut communiquer, il faut partager, il faut faire une conférence. Ce schème est un peu trop actif, vous allez vouloir prendre vos distances, vous protéger, avoir peur, rejeter, repousser, ou pas assez, vous ne saurez pas dire non, et vous pouvez vous trouver chez le psy pour des années à cause de ça. Et je blague pas. J'ai pas dit que c'est pas nécessaire d'aller chez le psy, j'y vais moi-même de temps en temps. Mais si je m'assure que ce schème est bien en place, ça va tellement m'aider dans ma vie quotidienne et dans ma thérapie si je vais chez le psy. Parce que cette structure de base, c'est la structure aussi psychique, cognitive, émotionnelle. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça suffit. Je vous ai parlé de ce réflexe de soutien des mains au réflexe de parachute qui est, pour nous en IMP, un réflexe majeur. Tout le monde parle au niveau émotionnel du réflexe de Moreau. Et certains disent, ouais, il y a le réflexe émotionnel et le réflexe du corps, et le réflexe de... Non, 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 non. Tous les réflexes sont émotionnels, tous les réflexes sont cognitifs, tous les réflexes sont corporels. Et c'est ce que je vous prouverai, vous montrerai, vous expliquerai dans cette série de podcasts en balade avec Paul, centrés sur les différents schèmes. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée.